Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une guerre qui aura un impact majeur sur l'Europe et ensuite sur le monde. Après les guerres napoléoniennes, l'ancienne ordre en Europe a été largement rétabli entre les puissances européennes au Congrès de Vienne. Sur le territoire de l'ancien Saint-Empire romain germanique, la Confédération allemande a émergé, comprenant des parties de la Prusse et de l'Autriche. Les causes de la guerre entre le royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche résident dans la lutte pour la suprématie de la Confédération allemande. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Sadova? Venez avec moi. Depuis 1815, et le congrès de Vienne qui redessine les cartes de l'Europe, après l'ultime défaite de Napoléon, l'Europe centrale s'organise autour de la Confédération germanique. Héritière du Saint-Empire romain germanique, elle représente une tentative d'intégration politique entre une trentaine d'États et de villes libres, avec deux géants, dont les territoires excèdent d'ailleurs les limites de la Confédération, l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse. La rivalité des deux États pour des gains territoriaux dans l'Europe médiane et pour la domination du monde germanique est ancienne. Déjà au XVIIIe siècle, Vienne, la capitale autrichienne, et Berlin, la capitale prussienne, se sont opposés à l'occasion de divers conflits, la guerre de succession d'Autriche, la guerre de 7 ans ou encore la guerre de succession de Bavière. La lutte d'influence au sein de la Confédération germanique est augmentée après 1848 et le printemps des peuples, une série de révoltes et de révolutions qui touchent toute l'Europe, des territoires dominés par la Prusse et par l'Autriche. Ces mouvements sont réprimés malgré certains acquis, mais l'idée d'une unification allemande qui pourrait se faire sous l'égide de la Prusse fait son chemin. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, a laissé passer l'occasion de réaliser cette union avec l'appui des peuples. D'abord opposé à l'unification de l'Allemagne et favorable à une direction autrichienne, ce qu'on appelle la solution Grande Allemagne, il accepta lors de la révolution de 1848 de promouvoir l'unification et la formation d'un gouvernement libéral. Cependant, lorsqu'il reprend la situation en main, il fait occuper Berlin par l'armée et dissout l'Assemblée en décembre. Lorsque l'Assemblée nationale de Francfort lui propose le 3 avril 1849 la couronne d'Allemagne, il la refuse officiellement car il considère que ce titre ne pourrait lui être accordé que par l'ensemble des princes et rois d'Allemagne. En privé, il déclare qu'il ne la ramasserait pas dans un caniveau. Lui, roi de droit divin, ne veut pas devenir un roi de droit populaire, élu par les cordonniers et les gantiers, et béni par les charcutiers et les boulangers. Il essaye d'établir l'union d'Erfurt en rassemblant des États excluant l'Autriche. Mais par la reculade d'Helmholtz, le 29 novembre 1850, il y renonce face à la résistance autrichienne. En réaction, il oppose une fin de non-recevoir lorsque le jeune empereur François-Joseph de Habsbourg demande la main de la princesse Anne de Prusse. Lors de la crise d'automne en 1850, engageant d'une part l'Autriche qui était opposée aux États allemands et d'autre part à la Prusse qui était en train de créer un nouvel État fédéral. Cela a presque conduit à la guerre en Allemagne qui a finalement été évitée par le retrait de la Prusse sous la pression de la Russie. La Prusse doit renoncer à son projet d'État-nation. En 1861, Frédéric Guillaume IV meurt. Son successeur, Guillaume Ier, va s'atteler à la tâche avec l'appui du très conservateur Otto von Bismarck. Après une première guerre menée avec les Autrichiens contre le Danemark en 1864, où François-Joseph de Habsbourg accepte l'alliance prussienne contre le Danemark. Ainsi, si la guerre est un succès facile, c'est aussi un nouvel échec politique pour l'Empire d'Autriche. Car malgré son statut de président de la Confédération allemande, aucune nation allemande n'a répondu à l'appel de l'empereur d'Autriche. Toutefois, François-Joseph de Habsbourg croit naïvement à un retour de la Sainte Alliance et accepte un partage des duchés. Bismarck va être l'instigateur du conflit contre Vienne. On considère généralement que l'initiateur de la guerre est le chancelier prussien Otto von Bismarck, entré en fonction en 1862. Il a pour objectif de parvenir à l'unification allemande sous l'autorité de la Prusse. Il disait vouloir parvenir à l'unité par le fer et par le sang. Cela veut dire qu'il faut assurer la suprématie de la Prusse sur l'Empire d'Autriche. Le prétexte au déclenchement de la guerre est à chercher dans les suites de la guerre menée au Danemark.
à l'issue de laquelle l'Autriche administre les duchés de Schleswig et de Holstein. Berlin conteste certaines décisions autrichiennes et Vienne fait voter la mobilisation générale. Deux coalitions sont formées, réunissant différents États de la Confédération allemande autour des deux belligérants. Malgré une tentative vaine de la reine Victoria d'empêcher le conflit, Bismarck s'assure également de la neutralité de la France et conclut une alliance avec le royaume d'Italie de Victor Emmanuel II, qui reçoit en échange la Vénétie, possession autrichienne. Sentant la menace, François-Joseph de Habsbourg tente d'empêcher le conflit et accepte même la cessation de la Vénétie sur une proposition de Napoléon III. De plus, afin de reprendre l'avantage auprès de ses alliés allemands, il propose un vote d'autodétermination populaire sur l'avenir du duché d'Holstein. Mais il précipite ainsi le conflit qui éclate le 14 juin 1866. Officiellement, l'Empire d'Autriche peut compter sur le soutien de la Confédération germanique. Mais seul le royaume de Saxe de Jean Ier soutient l'Autriche. La France, elle, reste passive. Napoléon III espère sans doute des gains territoriaux en Belgique ou au Luxembourg. Au début de 1860, la Prusse a procédé à une réorganisation de son armée, qui peut maintenant s'appuyer sur un service militaire d'une durée de 3 ans et sur la formation d'une armée de réservistes. Les soldats prussiens sont équipés de fusils, dont la recharge s'effectue par la culasse et non plus par la bouche du canon, système qui permet une cadence de tir plus élevée. L'espace prussien a d'abord pris le train de l'industrialisation plus rapidement que le voisin autrichien, qui reste largement dominé par le monde agricole. Berlin a mis en place un réseau ferré dense et efficace qui permet d'accélérer le transfert et le déploiement des troupes. Autant de facteurs qui contribuent à la supériorité militaire prussienne. Très préoccupé par les pertes subies lors des premiers affrontements et du manque de préparation de son armée, le général autrichien Ludwig von Benedek presse dans un premier temps l'empereur François-Joseph de Habsbourg de faire la paix avec la Prusse. Devant le refus de ce dernier, le militaire décide de placer ses troupes à Sadova, une position défensive jugée idéale. Côté prussien, le général Helmuth Karl Bernhard von Moltke et son état-major estiment que la bataille décisive doit avoir lieu également à cet endroit, mais un peu plus loin encore au nord-ouest, car il faut faire la jonction entre les trois armées prussiennes. Au petit matin du 3 juillet 1866, les hostilités peuvent débuter entre les hommes de Benedict et ceux de Moltke. La bataille débute au petit matin. Dans un premier temps, les forces autrichiennes sont supérieures en nombre, car elles ne font face qu'à une partie de l'armée prussienne. Elles ne parviennent pourtant pas à prendre un avantage décisif. Les combats font rage en différents points, notamment dans les bois. L'artillerie autrichienne arrête les Prussiens vers 11 heures du matin. La première armée prussienne, qui s'était placée au départ à l'ouest de la rivière Biestrich, ne pouvant que difficilement faire traverser son artillerie. Sans en référer à l'état-major autrichien, le comte Festetisch et ses troupes tentent alors de reprendre le bois. Déjà les généraux autrichiens se bercent d'illusions d'une victoire facile, ce qui les conduit d'ailleurs à ne pas finir le travail, en ordonnant une charge de cavalerie au moment où la bataille pouvait tourner en leur faveur. Du côté prussien, les premiers signes de mauvaise humeur de la part de Guillaume Ier et de Bismarck apparaissent contre le plan peu orthodoxe de von Moltke. À midi, le maréchal Benedict ordonne l'utilisation des troupes de réserve qui ne parviennent cependant pas à reconquérir la colline. À environ 2h30 de l'après-midi, surgit à l'horizon en haut d'une colline l'avant-garde de la seconde armée, composée de près de 100 000 hommes. Elle attaque le flanc droit autrichien et prend aussitôt l'armée autrichienne en tenaille dans le bois de Zwep. Le premier régiment de la chrétienté, premier régiment de garde, ainsi surnommé par les contemporains, prend la colline de Schlum, à l'est de Sadova et derrière le centre autrichien, tandis que dans le même temps, l'armée de l'Elbe enfonce le flanc gauche autrichien en peu de temps. Les Autrichiens perdent plus de 10 000 hommes. Face à la menace d'un encerclement de l'ensemble de son armée, Benedict abandonne la partie et ordonne le retrait de ses troupes poursuivies par la cavalerie prussienne. La signification de la bataille n'échappe pas aux contemporains. Dans le Paris du Second Empire, on craint que ne se crée sur la frontière Est un voisin puissant et uni sous la domination de la Prusse. On peut affirmer que le refus français de soutenir l'Autriche s'est révélé un bien mauvais calcul. La Prusse est renforcée
Assurée de ne pas être attaquée par la Russie, elle pourra bientôt se tourner contre la France. La bataille a aussi de profondes conséquences pour l'Empire d'Autriche. Malgré les victoires de Kutuzza le 24 juin et de Lissa le 20 juillet contre les Italiens alliés des Prussiens, l'empereur François-Joseph de Habsbourg est contraint à la suite de la défaite catastrophique de Sadova à remettre la Vénétie à l'Italie. L'Autriche est exclue de la Confédération germanique qui est annexée par la Prusse. Pourtant, l'Empire d'Autriche ne doit céder aucun de ses territoires à la Prusse, de par la volonté de Otto von Bismarck et malgré les pressions des généraux prussiens et même du roi. Bismarck refuse d'humilier l'Autriche, ce qui pourrait pousser celle-ci à chercher sa revanche, notamment par une alliance avec la France. Le 23 août 1866 est conclue la paix définitive de Prague. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 28 janvier 1866, l'explorateur britannique le docteur David Livingstone débarque à Zanzibar. Le 22 mars, il entreprend l'exploration du réseau hydrographique d'Afrique centrale. Le 31 mai, Napoléon III annonce le retrait des troupes françaises du Mexique, abandonnant l'empereur Maximilien Ier, frère de l'empereur d'Autriche François-Joseph de Habsbourg. Le 13 juillet, l'impératrice du Mexique, Charlotte de Belgique, quitte le Mexique afin de chercher des secours en Europe. Le 29 août 1866, on voit la mort du shogun Tokugawa Iemochi et sa succession avec Tokugawa Yoshinobu, qui devient le 15e et dernier shogun du Japon. Comme on l'a vu, la bataille de Sadova, le 3 juillet 1866, l'armée prussienne a vaincu les armées de l'Empire d'Autriche et du Royaume de Saxe. Plus de 400 000 soldats se sont affrontés sur le champ de bataille. Avec cette victoire, la Prusse est devenue la première puissance en Allemagne, et le chancelier Otto von Bismarck a ainsi imposé la solution de la petite Allemagne. La bataille est considérée comme l'un des piliers de la fondation de l'Empire allemand en 1871. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.